si je réussis, c'est grâce à moi, si je rate, c'est à cause de moi. Et j'ai fait un paquet de choses qui ont complètement foiré. Là, on est dans de l'artisanat pur et on fabrique une vraie photo qui, dans 150 ans, sera encore là. Bienvenue dans Parole d'entrepreneur, le podcast qui met en lumière les vrais visages de l'entrepreneuriat. Dans chaque épisode, nous donnons la parole à des entrepreneurs de notre région, membres de BNI Essonne Terre d'Avenir, des entrepreneurs au profil unique, aux personnalités inspirantes et passionnantes, qui viennent partager avec vous leurs histoires, leurs astuces et leur énergie. Bienvenue dans Parole d'entrepreneur, le podcast BNI Essonne Terre d'Avenir. On commence ces épisodes, on est sur le tout premier épisode avec Olivier Desalleux. Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour ce tout premier épisode. On va lancer la machine, j'ai envie de dire, donc tu lances le mouvement. Est-ce que tu peux, alors pour débuter, te présenter, un petit peu raconter ton parcours, comment tout a commencé pour toi? Donc tout a commencé il y a pratiquement 30 ans, enfin même un peu plus. Au lycée, j'ai découvert la photographie, il y avait un club photo. Je me suis inscrit au club photo. Malheureusement, le club a duré un mois puisque j'étais le seul inscrit. Et donc ça m'a plu et j'ai continué, vu que j'étais en internat, donc le soir j'avais rien à faire, vu que je travaillais pas beaucoup pour mes études. Donc j'étais au labo noir et blanc pendant 3 ans de lycée. Et c'est là a démarré ma passion pour la photo. Et ensuite, je suis monté sur Paris faire une école de photographie. Et après l'école de photographie, j'ai travaillé 6 mois dans un magasin, mais c'était pas du tout intéressant. Et je me suis lancé aussitôt à mon compte à faire des photos de mariage, de club de sport et photos scolaires. Donc voilà un peu le début de mon parcours. Tu avais déjà eu cette passion, une accroche pour la photo avant ça? Ça t'est vraiment venu sur ces cours-là? Ça m'est venu vraiment comme ça, puisque quand on est interne, on est enfermé du lundi au vendredi soir. Donc il faut trouver des occupations, et il y avait plein d'occupations. Et je me suis dit, tiens, la photo, ça a l'air sympa. T'avais quel âge? J'avais 15-16 ans quand on arrive en seconde. Génial. Voilà. Et à ce moment-là, quand tu commences la photo, quand tu commences ces ateliers, parce qu'on en avait discuté et tu m'avais dit que comme tu étais tout seul justement sur ces cours, très vite, les cours se sont arrêtés et après tu t'es mis en autodidacte, quoi. Oui. Donc la bibliothèque pour essayer de trouver des infos, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc forcément, là, on piochait dans la bibliothèque pour trouver des informations. Et après, la photographie, c'est énormément de pratique. Donc on fait des tests. Les 3 premiers mois, j'ai peut-être réussi à avoir une photo qui était correcte. Sur combien? Sur, je sais pas, 30, 40, 50 pellicules de 36 poses, puisque c'était des pellicules argentiques. Aussi, c'était pas le numérique. Oui. Donc tout avait un coût. Donc vu quand on est jeune, étudiant, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Donc il faut limiter au maximum la perte, puisqu'à chaque fois qu'on fait une pellicule, donc il faut payer la pellicule, il faut payer après les produits chimiques pour le développement, les produits chimiques et le papier pour faire une photo. Donc on s'entraîne sur des petits bouts de papier et c'est comme ça que tout a démarré. Génial. Et à 16 ans, quand on commence comme ça, qu'on découvre un tout nouveau milieu, qu'on est piqué dès le début comme ça, tu te dis dans 20 ans, ça sera mon métier, je ferai ça. Alors la première année, non, mais la deuxième année, oui, parce que vraiment, je commençais à sortir des choses qui étaient vraiment correctes. Et là, je me suis dit, je serai photographe. Ah, tu savais. Aux grandes dames de mes parents, puisque j'étais en études, un bac scientifique, et les études me plaisaient absolument pas. Donc j'ai quand même passé mon bac pour intégrer une école photo après. Donc j'ai eu un bac D, donc bac scientifique, et après j'ai fait un CAP photo. Donc en fait j'ai fait tout le système inverse, où j'aurais pu, en sortant de la 3e, aller directement au CAP. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Ça devait être comme ça. Exactement. À la suite de tes études, tu te lances directement à ton compte ou Non, j'ai d'abord travaillé 6 mois, enfin j'ai d'abord fait mon service militaire, puisque pareil à l'époque, je suis quand même très vieux, donc à l'époque, il y avait encore le service militaire, j'étais au service photo, donc j'ai fait 10 mois au service photo, donc à Paris, et après donc j'ai travaillé 6 mois dans un magasin photo, mais bon, aucun intérêt de vendre des pellicules, des appareils photo, c'était pas du tout mon truc de faire du labo, je voulais faire de la prise de vue, donc je me suis lancé directement. Très vite finalement. Oui, je devais avoir 23 ans, 24 ans. 24 ans, c'est ça. Ah, c'est très jeune. Donc tu t'es lancé à ton compte. Est-ce que tu avais des entrepreneurs autour de toi? Non, pas du tout. Non, j'ai une mère instite, un père géomètre, des gens salariés toute leur vie, personne dans mon entourage à son compte. Et depuis tout petit, j'ai toujours dit à mes parents, quand je serai grand, je veux faire un travail où j'ai pas de contraintes. Bon, j'ai découvert qu'après, on a énormément de contraintes. Et je voulais pas de patron et je voulais me gérer tout seul. Au moins, si je réussis, c'est grâce à moi. Si je rate, c'est à cause de moi. Ouais, c'est génial. Donc tu avais quand même cette fibre, même si tu n'étais pas entouré d'entrepreneurs. Voilà. Quand même, parce que ce que tu décris là, c'est quand même les traits de caractère de bon nombre d'entrepreneurs. Voilà, fibre d'indépendant en fait, de ne pas dépendre de quelqu'un. Et après, alors forcément, on se rend compte, après, au fil du temps, on dépend de nos clients quand même, mais au moins, j'ai la chance maintenant, si un client, je sens qu'on va aller au problème,
eh ben, j'ai le choix de ne pas le prendre. Et ça, c'est quand même, ça n'a pas de prix. Ça La n'a pas de liberté. prix. La liberté n'a pas de prix. Exactement. Alors, tu as dit une phrase, moi, qui m'interpelle et qui est très intéressante, c'est « au moins, si j'y arrive, c'est grâce à moi, si j'échoue, c'est à cause de moi ». Est-ce que tu penses que cette phrase, elle t'a drivé pour Ah oui. aller atteindre tes objectifs, justement? Oui. Tout au long, depuis pratiquement 30 ans, j'ai fait des choses qui ont réussi, heureusement, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et j'ai fait un paquet de choses qui ont complètement foiré. En exemple, par exemple, les portraits de chiens. C'est quelque chose que j'avais voulu mettre en place il y a un peu plus de 10 ans, 10-15 ans. Et je suis arrivé trop tôt sur le marché, ça n'a pas marché. Alors que maintenant, on voit plein de photos de chiens, plein de photographes font des photos de chiens. Donc là, ça a été un gros échec. J'ai investi du temps, un peu d'argent, beaucoup de tests et tout pendant 6 mois pour en fait pas grand-chose à la fin. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, il y a peut-être une notion de timing quand on a une idée, qu'on a envie de se lancer dans quelque chose, ça ne marche pas. Est-ce que réellement c'est un échec? Est-ce que réellement c'est parce qu'on n'a pas fait les choses comme il aurait fallu? Ou est-ce que finalement il peut y avoir cette notion de timing? Je pense que tout est un peu mélangé parce que le timing, évidemment, si on n'est pas au bon timing, eh ben, on se plante. Mais après, on apprend justement avec toutes les erreurs qu'on a pu faire et tout, ou d'essayer aussi, alors maintenant c'est beaucoup plus facile avec Internet de provoquer l'envie des gens, alors que là quand j'avais fait le truc des chiens, il n'y avait pas Internet, donc c'était le démarchage chez les vétérinaires, dans toutes les animaleries, tous les salons de coiffure des chiens et tout, ce qui quand même s'était vraiment beaucoup développé, mais il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on a maintenant. Donc maintenant c'est plus facile de communiquer, mais on est beaucoup plus nombreux sur le marché. Donc on a d'autres difficultés qu'on rencontre. Donc il faut réussir à se démarquer, donc par le sérieux, par l'ancienneté de l'entreprise qui joue aussi, mais c'est vrai que maintenant c'est le sérieux et le service qu'on apporte aux clients. Alors, transition parfaite. D'après toi, ma question elle a 2 dimensions. D'après toi, quelle est ta principale qualité ou ce qui fait que ça fonctionne pour toi, et dans le domaine de la photo et dans le domaine de l'entrepreneuriat? Alors, ce qui fonctionne, c'est qu'en fait, quand j'ai une idée, je vais à fond, je vais jusqu'au bout. Donc, si ça marche, tant mieux, mais je lâche pas, c'est la persévérance. Et je réfléchis, je pars pas non plus sans réfléchir, il faut réfléchir avant si c'est viable ou pas, et il faut pas être pressé, rien ne fonctionne en quelques jours ou quelques semaines. Il faut souvent plusieurs mois pour que ça puisse fonctionner. Et des fois, des choses qui vont mettre 2-3 mois à se lancer, et qui vont fonctionner, mais ça peut être assez long. Donc il faut penser aussi économiquement pour l'entreprise, à avoir suffisamment de trésorerie pour lancer des nouveaux projets et qui fonctionneront, mais qui vont coûter quand même de l'argent au départ et qui seront beaucoup plus longs à rentabiliser. Tu en as eu des idées comme ça où tu t'es dit tiens, j'ai très envie de faire ça, et puis finalement tu réfléchis, tu dis non, ça c'est pas viable, je le fais pas? Oui, ça par exemple pour la photo scolaire. Vu qu'à mes débuts, j'ai fait de la photo scolaire, j'étais sous-traitant pour une société. Et je me suis dit, ça, je pourrais le faire à mon compte. Ce sera soi-disant plus rentable. Et en fait, quand on se rend compte de tout le boulot qu'il y a autour, et le démarchage, et les coûts, je gagnais pratiquement plus d'argent à travailler pour quelqu'un qu'à le faire pour moi. Où j'aurais travaillé 18 heures par jour, être complètement mort, pour pas forcément gagner beaucoup plus. Et ça, heureusement que j'ai réfléchi avant de me lancer. Tu as été au bout quand même, tu as testé. Photo scolaire, oui, je l'ai fait, j'en ai fait quelques-unes comme moi, pour moi. Mais quand je me suis rendu compte du boulot que ça demandait, parce que souvent on pense que la photo, c'est juste clic-clac, c'est dans la boîte et c'est fini. Mais non, il y a toute la partie avant de démarchage, donc la photo, toute la partie traitement de l'image, la mise en pochette pour les photos scolaires et la livraison, et le suivi des livraisons. Donc c'est un boulot... On n'imagine pas tous les coulisses de chacun des métiers. Alors justement, toi, tu as vu la progression en termes de numérique, en termes d'évolution technologique. Est-ce que ça a été challengeant pour toi de devoir toujours te former aux nouvelles techniques, aux nouvelles méthodes? Alors challengeant, le passage de l'argentique au numérique, en fait, on n'a pas eu le choix. J'ai quelques collègues de l'époque qui n'ont pas voulu prendre le pas du numérique, ils ont tous fermé. Donc on n'a pas eu le choix. Sauf qu'on a découvert un deuxième métier, c'est le développement de la photo. Avant, quand on était en argentique, donc on développait nos photos, on passait par un laboratoire professionnel qui développait nos photos, sauf qu'avec le numérique, c'est nous qui développons les photos. Alors ce qu'on appelle développer les photos en numérique, c'est retravailler le contraste, c'est pas de la retouche, c'est juste du développement. C'est un autre métier, et du coup, le métier de photographe maintenant, c'est faire la prise de vue et faire le labo. Donc on passe un temps fou devant un écran d'ordinateur, ce qu'on faisait absolument pas avant. Tu dirais que c'est plus rapide quand même, ou que en termes de temps, tu y mets le même temps qu'avant? Non, c'est beaucoup plus long.
Puisque avant, j'emmenais mes pellicules au labo et je pouvais repartir sur une prise de vue ou faire autre chose. Alors que maintenant, je suis obligé de développer les photos. Donc une séance, par exemple, une séance de prise de vue pour un portrait professionnel où je vais passer une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire l'éclairage, le portrait pro, et après j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure de retouche. Plus mettre la photo sur le site internet pour que les gens puissent télécharger. C'est toute une logistique derrière qui est beaucoup plus longue qu'on n'avait pas avant. Avant, j'allais au labo, je prenais la photo, je mettais dans ma pochette et hop, j'envoyais au client. Ça me prenait 5 minutes. Maintenant, ça me prend 1 heure. Ouais. Oui, c'est vrai. Comme quoi, quand on n'est pas dans le métier, on n'a pas cette... Ouais. Et après, on est obligé de suivre des formations, de constamment apprendre, les logiciels évoluent sans arrêt. Là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, depuis 2 ans, c'est intégré dans tous les logiciels de retouche photo et de développement photo. Et on n'a pas le choix, il faut regarder des vidéos, se payer des formations pour voir l'évolution. On n'a pas le choix, sinon... Bon, ça, après, j'ai envie de dire, c'est propre à... Enfin, c'est propre à... Non, c'est valable pour tout entrepreneur. Il faut constamment être en veille de ce qui se passe, de ce qui se fait de nouveau, se former régulièrement pour voilà, mais c'est plus dans le métier de photographe. Enfin, maintenant, c'est englobé dans le métier, mais quand j'ai démarré, je faisais que de la photo. Alors que maintenant, je fais de la photo et du développement, et ce qui est moins passionnant. Après, on a tous, dans chacun des corps de métier, on a tous des parties qu'on préfère et d'autres qu'on aime moins. Alors justement, toi, ce que tu préfères dans ton métier, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Alors, ce qui est super agréable, en fait, moi j'adore photographier les gens, je fais pas du tout de photos de paysage, je fais pas de photos animalières, sauvages et tout, passer 3 heures dans un trou à attendre que l'oiseau se pose, c'est pas mon truc, je supporte pas. Et par contre, ce qui est vraiment plaisant, c'est les gens, quand vous venez vous faire photographier, vous allez pas vous aimer. Vous aimez pas en photo, vous vous reconnaissez pas. Vous regardez dans le miroir, vous vous reconnaissez, vous regardez en photo, vous vous reconnaissez pas. Et moi, le but, c'est d'amener la personne à ce qu'à la fin, elle réussisse quand même à s'aimer et qu'elle reparte en ayant un portrait qu'elle n'a pas honte de mettre sur Internet et qu'elle sera fière d'avoir sur ses réseaux sociaux une photo de profil qui lui ressemble. Et c'est là tout le cheminement pour essayer d'emmener la personne au bon endroit et que la photo corresponde. On va pas diriger les épaules de la même façon pour une photo juste pour un CV si la photo est placée au milieu, à gauche ou à droite. C'est plein de petits détails et il faut réussir justement à expliquer les gens. Et souvent les gens viennent, ils veulent une photo, mais en fait, ils ne savent pas ce que c'est. Quand je leur demande au format carré, c'est pour quelle utilisation, ils ne savent pas. Et c'est là où je leur explique que sur LinkedIn, regardez, c'est quand même assez drôle, vous voyez plein de gens qui ont la tête coupée au niveau du front. Parce que la photo est faite au format rectangulaire, et quand on la remet au format carré ou au format rond, ça recadre et les gens ont la tête coupée. Donc ça, il faut y penser en amont de la photo. Ouais, tu les accompagnes, tu les prépares. Il y a tout un accompagnement pour les mettre à l'aise aussi, j'imagine. Voir au niveau de la tenue vestimentaire aussi, selon les métiers. En France, on est encore très bloqué. Un comptable avec un grand sourire, les gens ont encore du mal. Un commercial qui n'a pas un grand sourire, on dit « oh, il n'a pas l'air aimable ». Donc c'est réussir à amener les gens, à les guider vers leur emploi et en essayant de redonner quand même un côté beaucoup plus moderne. Et puis d'avoir le rendu à espérer selon leur personnalité. Exactement. Moi, ce que je veux absolument, c'est que la personne, quand elle repart, quand elle a choisi sa photo, elle soit satisfaite. C'est ce que tu vas chercher. Voilà, c'est le challenge à chaque fois. Et je sais que c'est plus de 90% des gens qui viennent qui se détestent en photo. Et les gens, ce qui est assez surprenant après toutes ces années d'expérience, c'est que les gens, ils vont se focaliser quand on regarde, donc je tourne l'écran sur l'ordinateur, les gens voient leurs photos, ils vont se focaliser sur un petit détail de leur visage. Ça peut être un œil qui est un peu plus fermé, une oreille qui est un peu plus décollée, les dents qui sont pas assez blanches. Mais alors que personne ne va voir ce détail. Oui, mais ils sont focus parce que c'est selon leur complexe à eux qui leur sont propres. Ils ne voient que ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt, que tu as appris sur le tard et où tu t'es dit, il y a eu un déclic où tu t'es dit, putain, si j'avais su ça plus tôt, ça m'aurait bien aidé, j'aurais peut-être été plus vite ou... Alors, ce que j'aurais aimé apprendre plus tôt, c'est me bouger un peu plus et aller dans les différents réseaux qui existent, se montrer, parce que c'est vraiment le plus important. En photo ou dans d'autres métiers, il faut que les gens nous voient. Et en photo encore plus, parce qu'on va voir la personne, il faut la rencontrer en réel aussi, parce qu'on va voir un photographe, mais si on est à l'aise avec lui. On peut avoir un photographe qui est très talentueux, si on n'est pas à l'aise avec lui, il n'y aura pas de bonne photo. Donc il faut aller au contact des gens, les rencontrer. Et avec les réseaux et tout, c'est pratique. On rencontre quand même énormément de gens, on leur explique ce qu'on fait, et surtout, ils voient comment on se comporte, et s'ils peuvent se sentir à l'aise ou pas. Alors, tu es membre BNI ? Exactement.
depuis 3 ans. Ça me permet une transition parfaite. Qu'est-ce que, parce que tu l'as dit, le réseau, c'est très important. Avoir du savoir-faire, c'est très bien, mais encore faut-il le faire savoir Exactement. qu'on a ce savoir-faire. Est-ce que tu dirais que faire partie d'un réseau tel que BNI, ça t'a apporté professionnellement, humainement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors le BNI, ça a apporté énormément de choses. Alors un, évidemment, on y va pour faire du business, c'est quand même le but. En deux, pour les formations, parce qu'on apprend quand même à synthétiser, à expliquer de façon hyper simple notre métier. À mes débuts au BNI, j'ai expliqué des choses avec des termes techniques ou en parlant du matériel, et on se rend vite compte que les gens s'en foutent, comprennent pas et ça les intéresse pas. Donc c'est vraiment apprendre en une trentaine de secondes, en 1 minute, à expliquer notre métier, à expliquer une prise de vue où tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne, avec des termes hyper simples. Et ça, c'est quand même, c'est une formation qui est exceptionnelle, d'apprendre à expliquer ce qu'on fait. Pour nous, ça paraît tellement évident, et c'est là où on se rend compte que les gens n'ont pas forcément compris. Et donc on répète, et ça, c'est exceptionnel. Et après, le BNI, ce que ça apporte aussi, c'est une visibilité, et puis on élargit son réseau. Donc un co-membre va parler de nous à 10, 20, 30, 40, 50 personnes. C'est des gens qu'on n'aurait jamais touchés. Ouais, par extension, la toile Voilà. d'araignée se tisse Exactement. au fur et à mesure, ça grandit. Exactement. Et effectivement, tu as une communauté derrière toi. Voilà, et après, ça permet aussi de rencontrer plein de gens dans différents métiers. Là, je viens de changer de local, et justement, avec le studio que j'ai maintenant, l'avantage, c'est qu'avec le BNI, j'ai pu trouver un maçon, j'ai pu trouver un électricien. Pour la déco, j'ai pu trouver des gens qui m'ont donné des pièces et tout à accrocher. Enfin, c'est quelque chose sans le BNI que j'aurais jamais eu. Ou j'aurais galéré, et des gens sont prêts à rendre service. J'avais plein de cloisons pour évacuer les gravats. C'est quelqu'un du BNI qui me dit « Oh, mais si tu veux, moi je te mets 2 gars à disposition avec un camion, ils vont tout enlever, je te ferai un petit prix. » Voilà, et là, on a hyper confiance et tout se passe à merveille. La puissance du réseau, à Exactement. ne jamais négliger. Voilà. Est-ce qu'il y a une rencontre, BNI ou hors BNI, une rencontre qui a pour toi été quelque chose de phare dans ton parcours entrepreneurial, qui t'a beaucoup aidé ou qui t'a beaucoup inspiré? Alors, une rencontre, non, mais des rencontres, oui. Parce que quand je suis arrivé sur Évry il y a 15 ans, donc j'avais 2 concurrents, entre parenthèses. Donc quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont regardé un peu, il va bien nous piquer notre boulot. Et à force de se voir et tout, on a super sympathisé. Bon, ça aide, on était tous les 3 motards, donc ça aide aussi. Forcément, on avait des passions communes. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'on n'allait pas se marcher sur les pieds. Et maintenant, on s'entraide et on est devenus de très bons potes. Et ça, c'est quand même super intéressant de se rendre compte que même en faisant le même métier, qui n'est pas vraiment le même métier, puisqu'en photographe, on se dit photographe, mais il y a 50 métiers différents. Entre le photographe qui fait du mariage, qui fait du scolaire, qui fait de la presse, qui fait de l'artistique, c'est vraiment 50 métiers différents. Et là, on a vu qu'on ne faisait pas exactement les mêmes choses. Et maintenant, on se rend service, on bosse ensemble. Quand il y en a un qui ne peut pas faire un reportage, on le donne à l'autre. Et on bosse ensemble. Et c'est le réseau, comme le BNI, où on peut énormément s'aider les uns les autres. J'adore cette nuance parce que ça m'horripile quand j'entends « oui, mais non, je ne veux pas y aller parce que c'est un concurrent ». Il n'y a pas de concurrent, il y a de la complémentarité et ça j'aime beaucoup, c'est beau. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui a peur? Il faut foncer. Mais réfléchir quand même avant. Dans les conseils, la première chose, je dirais, ce qu'il faut, c'est avoir quand même un minimum d'argent à investir dans la société. Parce que si c'est pour se lancer et même pas avoir les moyens de se payer des cartes de visite ou un site internet qui tient la route, c'est pas la peine. Et de penser aussi que c'est pas parce que vous allez facturer 100 que c'est 100 dans votre poche. Il faut penser aussi qu'il y a des charges, que vous allez avoir des achats à faire. Et ça, c'est un peu le problème maintenant où les gens se lancent sans réfléchir. Souvent parce qu'ils sont en reconversion, ils touchent le chômage, donc ils pensent qu'ils vont s'en sortir, mais parce qu'ils ont le chômage. Et on voit trop de gens qui, au bout de 18 mois, 24 mois de chômage et d'entrepreneuriat, se rendent compte qu'ils gagnent 300 balles par mois et qu'ils ne peuvent pas. Et s'ils avaient anticipé un peu avant, peut-être qu'il fallait attendre 6 mois ou 1 an, avoir suffisamment d'argent de côté pour pouvoir se lancer. On ne peut pas se lancer comme ça du jour au lendemain sans avoir réfléchi vraiment et faire une petite étude et avoir quand même un peu d'argent de côté. Il suffit pas, faut pas avoir non plus des milliers d'euros, mais avoir de quoi se payer quand même une voiture, un ordinateur, un site internet, voilà, avoir un minimum. Est-ce que c'est important d'investir dans son entreprise? On n'a pas le choix, on est obligé. On est obligé d'investir sans arrêt, de renouveler, là, avec le numérique. Moi, quand j'ai démarré, quand j'achetais un appareil photo, je l'avais 7, 8, 9 ans. Il allait quasiment jusqu'au bout. Maintenant, un appareil photo, la technique va tellement vite qu'au bout de 3 ans, il est complètement dépassé. Donc, on est obligé d'investir sans arrêt. Les logiciels évoluent sans arrêt.
Il y a des nouveaux logiciels qui arrivent, donc qui sont complémentaires. Ils viennent s'imbriquer les uns les autres. Mais à chaque fois, c'est 20 € d'abonnement là, 20 € là, 20 € là, 30 € là. Et à la fin, c'est quand même un chiffre important et c'est des choses qui sont indispensables. Quel a été pour toi le plus gros challenge de ta carrière? Là où tu t'es dit, ça peut être un échec, ça peut être... Alors, même si j'aime pas ce mot-là, parce que finalement, même derrière des objectifs non atteints, il y a toujours une leçon qui est apprise pour faire... Alors, ouais, le plus gros challenge et tout, c'est qu'en fait, j'ai changé 3 fois, je suis reparti à zéro. J'ai commencé, donc j'étais à côté de Versailles. Je suis parti de zéro, je connaissais personne, rien. Et j'ai fait pendant 10 ans, donc l'époque où je faisais de la photo de mariage et de la photo scolaire, des clubs de sport. Au bout de 10 ans, ça marchait plutôt bien. J'en ai eu marre, j'ai dit stop, j'arrête tout et je pars faire des saisons. Donc j'ai été faire des photos sur les plages l'été, et l'hiver, les gens sur le ski. Et après, j'ai fait ça les saisons pendant 10 ans et ça m'a permis de rencontrer d'autres gens. Et au bout de 2 ans, de faire des photos sur la plage ou sur les pistes de ski, c'était un peu saoulant. Donc du coup, j'ai fait des photos de compétition de ski et des photos de parachute ascensionnel et de ski nautique. Et c'était passionnant, et donc j'ai fait 10 ans de saison avec une vie complètement décalée. J'étais pendant 5 ans au Club Med, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On fait la fête 7 jours sur 7, on travaille 7 jours sur 7, 15 heures par jour. On est décalé complètement de la réalité, le travail de saison on est décalé. J'étais 3 mois de l'année où je travaillais pas. Mais les 3 mois de l'année, c'est 3 mois où on a besoin de décompresser puisqu'on est complètement fatigué. Et c'est là où les gens, mes parents, ne comprenaient absolument pas, me disaient « Mais tu vas pas rester 3 mois sans travailler ?» Et je leur disais « Mais je viens de travailler 9 mois sans arrêter, 7 jours sur 7. C'est un monde à part. » Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, donc je me suis dit « Allez, stop, j'arrête les saisons. » Donc j'ai d'abord arrêté l'hiver. Et j'ai arrêté l'été 2-3 ans après pour lancer le studio à Évry et qui a évolué. C'est la 3e fois que je déménage. Là, c'est la dernière. J'ai acheté le local. Et magnifique. Voilà. Et c'est à force de travail et aussi d'économie, de mettre de l'argent de côté en projet. J'ai toujours eu le projet d'avoir mon local. Mais c'est pareil, c'est pas des choses qui se font en 2 jours et qui se font facilement. Et après, il faut penser aussi tout le temps, malheureusement, à rentabilité. Il faut pouvoir payer les factures à la fin du mois. Et en photo, on est quand même avec des hauts, des bas. Il y a des mois qui vont être formidables et le mois d'après est catastrophique. Alors, comment tu gères ça, justement, quand il y a des moments de doute, parce que l'entrepreneuriat, on parle de vagues d'entrepreneuriat, hein, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Comment tu gères quand les périodes de bas? Assez facilement, parce que je suis quelqu'un qui a toujours été très optimiste. Donc je me dis, si ça va pas, ça ira mieux après. Et depuis que je me suis lancé, j'ai toujours eu des périodes de haut, des périodes de bas. Donc je sais qu'il faut économiser pour combler les périodes de bas. J'aime bien dans ma trésorerie avoir toujours au moins entre 6 mois et 1 an de côté pour payer toutes les charges que j'ai. Comme ça, et puis il peut arriver n'importe quoi, au moins je suis tranquille pendant 1 an. 6 mois, 1 an. Mais on n'a pas le choix. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut quand même se garder une trésorerie pour pas être pris à la gorge et être obligé de fermer. Alors que si on avait anticipé avant... Et c'est pour ça que dans tous les achats que je fais, tous les investissements que je fais, je le fais progressivement et je fais attention à ce que ça ne dépasse pas un certain budget pour me mettre en difficulté. Si tu devais définir ton parcours entrepreneurial en une phrase, elle donnerait quoi? En une phrase. Avancer. En un mot. Voilà, en un mot, avancer. Voilà. Super. Alors, il y a une question que j'aime beaucoup poser. Si tu pouvais parler à ton toi enfant, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel message tu lui transmettrais? Alors, comme enfant, je voulais déjà être à mon compte, je voulais travailler pour moi. Je pense que je lui dirais, vas-y, fonce et tu vas réussir. Et ça, c'est un enseignant que j'avais en 5e. L'enseignant avait dit à mes parents, vous inquiétez pas, de toute façon, Olivier, quoi qu'il arrive, il réussira. Et donc, il avait raison. Puisque Voilà, exactement. J'ai réussi à être indépendant, à faire ce que j'ai envie. Avec ce que je disais, évidemment, les quelques contraintes, qui sont quand même nombreuses. Mais on est libre. Ça fait partie du parcours. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quelle est la prochaine étape pour toi? Alors, la prochaine étape, c'est que là, je suis à un tournant. Donc, j'ai commencé en argentique. Et là, maintenant, je viens de lancer, enfin, ça fait 2 ans que je suis sur le projet, des photos au collodion humide. Donc, on retourne au début de la photographie avec un procédé et une invention qui date de 1851. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer à fond. C'est passionnant. On fabrique l'image. Là, on n'est pas du consommateur, on est loin du tout numérique, de l'intelligence artificielle. Là, on est dans de l'artisanat pur et on fabrique une vraie photo qui, dans 150 ans, sera encore là. Alors que les photos en numérique, dans 150 ans, où est-ce qu'elles seront?
Grand mystère. Existeront-elles encore? C'est pas sûr. Et là, le collodion, c'est vraiment une technique où on prend le temps de prendre son temps. Par exemple, pour faire une photo, c'est plus ou moins un quart d'heure. D'accord. Donc si la personne ferme les yeux, eh ben, on repart pour un quart d'heure. Et les gens assistent à tout le procédé. C'est vraiment quelque chose d'artisanal, d'artistique et qui est hyper passionnant. Et même en termes de rendu pour les gens, pour les clients. On a un rendu qui n'a rien à voir avec de la photo numérique. Et là, on a une vraie photo avec une vision totalement différente. Et c'est quelque chose qui est merveilleux. Tu as fait un bond dans le temps parce que tu as commencé à 16 ans avec la technologie de l'époque. Tu as fait évoluer ton métier avec l'évolution de la technologie. Puis d'un seul coup, un bond en arrière dans les années 1851. 1851. Voilà. Comment ça t'est venu cette idée? J'ai toujours aimé la photo en argentique et tout, et ça, le collodion humide, c'est quelque chose que je connaissais depuis très longtemps. Et c'est en faisant une formation où j'ai découvert qu'on pouvait faire une autre formation justement au collodion. Et j'ai dit, je fonce, je me suis inscrit direct et j'ai fait la formation. Et après, c'est de la pratique, puisque c'est un procédé qui est quand même très aléatoire où on n'est jamais garanti de réussir la photo. Et on a, c'est du temps, il faut vraiment prendre son temps, puisqu'il faut un quart d'heure pour faire la photo. Donc, ça peut être une super idée de cadeau. Exactement. Et sur le site internet, c'est là où aussi, en mélangeant justement le moderne, le numérique sur le site internet, sur mon site internet, il y a possibilité d'acheter les bons cadeaux. Comme ça, vous pouvez offrir quand vous voulez pour un anniversaire, un mariage, à Noël, quand vous voulez, vous achetez le bon cadeau. Et les gens viennent faire leurs photos au collodion. Et c'est une séance qui dure à peu près 1 heure, où on assiste vraiment à la fabrication de la photo de A à Z. Et les gens repartent ravis. Et je vous invite vraiment à aller découvrir, on mettra en lien ton site internet, parce qu'il faut le voir pour comprendre le collodion. Voilà, quand on parle de collodion, moi avant que tu m'en parles, je ne connaissais pas, mais quand j'ai été voir le rendu, c'est vraiment incroyable. Et tout de suite, je me suis dit, ok, ça, je me mets ça dans ma checklist pour une idée de cadeau. Voilà, et là, je vais juste me lever 2 secondes et vous montrer quelque chose. C'est important. Voilà, par exemple, les portraits que je fais, c'est fait avec cet objectif. Donc c'est un objectif qui date de 1863. Voilà, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et ça fonctionne. Ça pèse hyper lourd, mais les photos sont faites avec. Et à l'époque, ils fabriquaient, c'est sur la lentille où il y a la date de fabrication. Je peux Oui, bien sûr. Voilà, sans mettre tes doigts sur l'optique. C'est lourd, hein? Voilà. C'est lourd, on ne s'y attend pas. Et c'est peut-être, vu que c'est des vieux objectifs, c'est peut-être le seul au monde qui reste. Puisqu'à l'époque, ils ne fabriquaient pas des milliers et des milliers d'exemplaires. Collector. Voilà, exactement. Et c'est exceptionnel, c'est très marrant. Génial. Et puis, tu l'as dit, ton studio, tu l'as depuis pas longtemps. Et le décor s'y prête, en plus. Oui. Oui, j'essaye là d'avoir une déco qui me corresponde et de pouvoir mettre ce que j'ai envie de mettre dedans. Et puis après, c'est important aussi pour moi, quand les gens viennent, se sentent à l'aise et trouvent qu'il y a une déco qui change. C'est pas un endroit froid où on a juste les murs blancs et les photos d'accrocher. J'ai envie d'avoir un lieu de vie. J'allais te le dire, on s'y sent bien chez toi, on se sent bien dans ton studio. Voilà, fréquemment, j'ai des amis qui viennent, hop, on prend un café le matin, une bière le soir. On se sent à l'aise. C'est un point de rendez-vous. Exactement. C'est vrai qu'on se sent à l'aise. Il y a plusieurs formats, mais décors différents. Et en même temps, c'est vrai qu'on s'y sent un peu comme chez soi, un peu comme dans son salon. Voilà. On va faire tous les podcasts. C'est le but. Et je passe quand même énormément de temps ici, donc c'est quand même mieux d'être à l'aise dans l'endroit où on est. C'est juste ma femme qui dit tu pourrais rentrer plus tôt le soir. Des fois, je rentre un peu tard parce que je me sens bien ici. J'ai des trucs à faire. Le collodion, je reste, je teste. Et le problème, c'est quand on commence quelque chose, quand c'est une passion, on ne se rend pas compte de l'heure. Et des fois, c'est vrai qu'il faut savoir s'arrêter. Alors, c'est une transition parfaite. C'est beau ce que tu dis. Je rebondis un petit peu. C'est travailler sans avoir l'impression de travailler. Exactement. Alors, pour le collodion, voilà, parce qu'après, il y a quand même énormément de choses, comme dans toute entreprise. Il y a plein de choses qu'on fait qui ne sont pas forcément gratifiantes, qui ne sont pas forcément plaisantes, mais on est obligé aussi, et on a bien des factures à payer et tout, donc il faut aussi faire pas mal de choses. Mais on le sent que le collodion, c'est quelque chose qui te tient à cœur. On sent que tu en parles avec passion et on a très envie de faire des photos, justement, de voir le rendu. Exactement. Puisque c'est la prochaine étape pour toi, tu viens de développer cette offre, donc on te souhaite une pleine réussite
avec cette offre qui te passionne en plus. C'était vraiment un plaisir. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci pour cet échange, merci pour cette interview. Un petit mot de la fin? Oui, ben, merci aussi. Et puis, je suis très heureux de vous avoir accueilli dans mes locaux. Et je ne travaille pas tout seul, j'ai oublié. Sally, viens. J'ai aussi une assistante. Voilà. Ah, la meilleure des assistantes. Je suis sûre qu'elle travaille bien. Il y a le micro qui a volé.